Mon objectif, ça serait que ce soit la marque préférée des Français parce que l'école, ça parle à tout le monde. On a accompagné 500 000 enfants avec la Fondation Orange, au Mali, au Niger, au Burkina, dans tous les pays en guerre qui n'avaient pas accès à l'école. Dans les zones prioritaires d'éducation en France, on est partout. Sur les enfants qui sont en décrochage scolaire, on a un enjeu hyper important. Il y a eu le premier prix BPI. C'est-à-dire que pour une fille comme moi, gagner un prix tech puissant, etc., sur l'IA, alors qu'on disait elle est mignonne avec ses quiz. Comment je me décrirais ? Ouais. Authentique, engagée, pénible et ambitieuse. Honnêtement, moi je crois que j'ai préféré mon enfance sans smartphone. Honnêtement, j'ai pas honte de le dire vraiment. Ça m'inquiète. Mais le smartphone, il est là, l'IA, elle est là. Et aujourd'hui, il faut se l'approprier. On n'arrête pas le progrès. Caroline de Métro, elle va disparaître. Patronne d'Orange, elle a un parcours extraordinaire. C'est une femme brillante, on n'a pas le même profil. Et elle m'a dit d'ailleurs très gentiment au dîner Force, oui, mais moi, j'ai pas créé ma boîte. Et c'était des paroles fortes. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Bienvenue dans cet épisode de En orbite, le podcast de OVNI Media, le podcast pour prendre du recul, s'élever et discuter de ce qui fait vraiment la différence. Avant de commencer, je souhaite remercier les équipes d'Eleven Act qui nous accueillent aujourd'hui dans ce joli studio parisien. On est en plein centre de Paris, donc si vous voulez tourner du contenu, c'est dans la description. Aujourd'hui surtout, nous recevons une entrepreneur phare de la EdTech. Son application de révision gratuite et utilisable hors ligne accompagne des millions de jeunes, cumule plus de 5 millions de téléchargements, est certifiée B Corp et lauréate French Tech 2030. Aujourd'hui, je reçois Caroline Métro-Feujas, fondatrice et CEO de Nomad Education, la plateforme du primaire au supérieur, membre de la Global Education Coalition de l'UNESCO. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est vraiment super. Merci d'être venu parler d'éducation et jeunesse, c'est un grand plaisir pour moi. Avant de commencer à parler de ton parcours, de ta boîte, la première question que je pose à tous les invités, c'est comment toi, à la troisième personne, tu te décrirais si tu sortais de ton corps ? Comment je me décrirais ? Ouais. Authentique, engagée, pénible et ambitieuse. Quand il y a des descriptions comme ça, je m'attarde toujours sur le mot un peu négatif. Pourquoi pénible ? Parce que l'exigence, ça peut être excessivement pénible à vivre pour ceux qui vous entourent. Voilà, c'est jamais assez bien, jamais assez haut, jamais assez vite. Voilà, une envie, je dis que j'ai trop d'énergie pour un seul corps. Et voilà, c'est pas toujours facile à vivre, pour ceux qui entourent, voilà. Ce qui est le propre de l'entrepreneur souvent. Voilà. Donc tu viens de Corrèze, si je me trompe pas ? Oui, Haute-Corrèze. Haute-Corrèze. Aujourd'hui, tu es à Paris. T'adores Toulouse aussi. Dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné cette obsession de l'école pour tous ? Je crois que ça vient de mes parents, de mon enfance, certificat d'études pour les deux, donc arrêt de l'école très tôt, et une envie de me dire, ce qu'on ne dit pas assez aujourd'hui, que tout était possible, mais qu'il fallait travailler. Donc j'adorais l'école. Je me levais hyper tôt, comme mon père quand il était couvreur. Voilà, donc j'aimais ça, j'avais envie d'avoir des bonnes notes, j'étais compétitrice, et puis j'ai eu la chance de faire une prépa, une école de commerce moyenne, mais qui m'a beaucoup donné. Et après une expérience chez Studirama, je me suis dit, que vas-tu faire pour que l'école redevienne pour tous cet ascenseur social, voilà. Donc c'est rendre à l'école ce qu'elle m'a donné. T'as fait 14 ans chez Studirama, si je me 13. trompe pas. 13. C'est quoi que t'en retiens majoritairement C'est hyper large comme question, mais si t'avais un truc vraiment qui t'a marqué de cette expérience. Ce qui m'a marqué, c'est que je suis rentrée comme vendeuse de pub à des bars et à des restos parce que j'étais une fille des 3e mi-temps de rugby. Donc je suis quand même rentrée chef de pub. Voilà, je trouvais pas de boulot et je suis sortie à la direction générale. J'encadrais 75 personnes. Donc déjà, voilà, ça, j'en retire qu'on peut arriver dans l'objectif qu'on se donne. J'en retire aussi qu'il y a un homme, Jean-Cyril Boutmy, qui m'a fait confiance à l'époque et qui m'a laissé plein de place dans sa boîte, parfois trop de place. Voilà, donc c'est bien que les hommes et les femmes avancent ensemble. Voilà. Pourquoi trop de place ? Parce que c'est la raison pour laquelle je suis partie, c'est-à-dire que c'est sa boîte, je l'ai compris après en devenant entrepreneur et je prenais beaucoup de décisions et j'avais sans doute pas tout ce qui fait la connaissance d'une entreprise, les choix solitaires de l'entrepreneur et qu'à un moment il a dit Caroline, c'est voilà. Moi, j'ai souhaité partir et c'était bien que je parte parce qu'il fallait que je crée mon propre projet, voilà, et que j'arrête un peu de l'enquiquiner. C'est quoi les compétences ou les trucs que tu as fait, tu penses, qui t'ont permis de faire cet ascenseur au sein de Studirama ? Pour quelqu'un qui, par exemple, que ce soit à Studirama ou autre part,
veut gravir les échelons, pour toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais? Déjà le travail, hein. Moi, je suis hyper bosseuse. On dit que c'est les femmes, mais j'en suis fière. Je suis hyper scolaire. Je fais toujours ce qu'on me dit dans les temps. J'arrive jamais. Je me prépare à fond. Chaque réunion commerciale, si j'avais pas signé, j'étais malade. Le commercial, ce qui sauve Nomade, c'est que je suis une fille qui s'est parée d'argent. Voilà. Donc moi, j'ai vendu toute ma vie. Je sais vendre à tout le monde, les patrons du 440 ou voilà, une petite école. Et c'est ça qui m'a fait grandir, parce que la vente a très décrié dans notre pays. C'est ce qui fait la force de l'entrepreneur. On doit vendre notre projet, on doit vendre notre entreprise. Et chez Studirama, j'ai fait ça. J'étais à la direction des ventes et ça m'a énormément apporté. Hors la vente, c'est 13 ans chez Studirama. C'est quoi les compétences que ça t'a apporté majoritairement pour ensuite aller sur Nomade, qu'on décrira juste après, mais pour lancer ta boîte? Alors, donc, en dehors de la vente, je dirais qu'il y a eu quand même assez vite le management. C'est quand même important d'avoir une direction. Studirama, c'est une PME à l'ancienne, c'est un peu moins à la mode. Et moi, j'ai été formée par des gens de PME qui font du chiffre d'affaires, des résultats. Donc, ce que ça m'a appris, c'est un mode de développement qui était moins à la mode quand j'ai lancé Nomade Éducation, mais qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Ce bon sens paysan, on dépense ce qu'on a. Nomade s'est créé comme ça, et ça, je l'ai appris chez Studirama, qui est vraiment dans le sujet, PME versus start-up. J'insiste quand même parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui autour de ça. Start-up qui brûle avant même d'avoir oui, des ou en retours. tout cas, je respecte les deux. Et il n'y a pas de... Et je me pose des questions. Hein. Ça se trouve qu'un jour, vous allez voir, j'ai levé 100 millions d'euros. Je ne dis pas ça, je dis qu'il y a des moments. J'ai appris chez Studirama qu'un produit, quand on le crée, il faut qu'il y ait un public. Il y avait un sujet d'orientation, il y avait Studirama. Aujourd'hui, il y a un sujet de révision, il y a Nomade. Donc, on ne fait pas les choses pour se faire plaisir, sinon on ne les vendra jamais. Qu'il faut les financer, que l'équipe, une entreprise, c'est des hommes et des femmes. Donc, c'est une histoire d'aventure. J'ai 18 personnes qui viennent de chez Studirama. Elles ont mis du temps à venir, mais aujourd'hui, qui sont chez Nomade. Donc, c'est une histoire humaine. Voilà, donc j'ai fait des très belles rencontres qui m'ont servi toute ma vie. La personne avec qui j'ai cofondé Nomade venait de Studirama, François Firmin. Donc voilà, j'ai appris l'esprit d'équipe, le sens du business et le bon sens, véritablement. Tu dis que tu fais un équilibre entre ce que tu dépenses et ce que tu gagnes. Comment, en lançant un produit tech, quand on sait aujourd'hui ce que propose la tech et comment c'est connoté à ce niveau-là, tu arrives à garder ce mindset de PME, comme tu disais, alors que tu es dans un produit hyper new-gen, etc. Oui, alors je pense que déjà les PME innovent énormément, donc il n'y a pas que les startups qui innovent, et elles innovent souvent plus longtemps dans le temps. Donc voilà, il y a plein de groupes, TF1, etc., dont on avait dit qu'ils seraient morts à l'arrivée de Netflix et qui aujourd'hui sont tout aussi rentables, qui savent se moderniser. Nous, au début, les applis, on les développait en Pologne. Il n'y a pas de secret. Avant d'internaliser, développer une appli, ça devait nous coûter 500 €. On a été malin. Moi, je faisais le tour des écoles pour financer tout ça. C'était moins cher en Pologne, du coup? Oui, il y a 11 ans, oui. Beaucoup, beaucoup moins cher. On sous-traitait, voilà, et j'ai pas honte de le dire parce qu'il fallait que... on avait le chômage. Pôle emploi, ce qui est une chance en France, parce qu'on avait droit à 13 mois de chômage. Il y a énormément d'entrepreneurs qui prennent le chômage. Voilà, donc ça c'était hyper intéressant. Et nous, on estime que les gens développent à fond la qualité du produit, mais il faut quand même, avec des petites touches, voir s'il plaît. Donc nous, aujourd'hui, on a fait une appli il y a 10 ans un peu froide, avec des contenus froids. On m'appelait l'éditrice. Ce que je faisais, c'était pas terrible. Sauf que les jeunes, c'était utile. Donc nous, on a plutôt parti du concept inverse. On était très pédagogique et pas très tech. Et la tech, et beaucoup d'entrepreneurs disent qu'aujourd'hui, c'est parfois ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire qu'on commence par lancer son produit, l'appétence pour le public, et il faut aller vite après, sinon on déçoit son public, mais il faut déjà qu'on soit sûr qu'il y a quelque chose qui se passe, et on a été très vite vers la tech. Aujourd'hui, avec la rentabilité qu'on a, là où je te rejoins, par contre, c'est que les choses s'accélèrent très fortement, notamment avec l'IA. Parce qu'avant, il y a eu aussi beaucoup de bullshit dans la tech. Là, l'IA, en un an, elle a changé la donne, notamment sur l'éducation. Donc nous, c'est là où on se pose la question de comment accélérer. A-t-on les moyens nécessaires de le faire? Et sinon, on ira les chercher. Parce que là, il y a une vraie course aux produits et à la tech avec l'IA qui révolutionne le marché de l'éducation. L'IA, on va en parler pour sûr. C'est un vrai sujet que je vais aborder avec toi parce que je trouve que c'est assez sympa la manière dont vous l'utilisez, vous, en interne. 2011... comment est-ce que tu as eu ce déclic? C'est quelle injustice que tu as voulu réparer grâce au smartphone? En fait, j'ai quitté Studirama un peu sur un coup de... Voilà. Et je suis partie m'expatrier en Suède déjà pendant 2 ans où la technologie était très en avance, la façon d'enseigner était très différente.
comme on en parlera sur l'IA très certainement, moi je pense que quand quelque chose arrive vite, il faut que les enfants s'en emparent pour le comprendre et pas qu'ils le subissent et qu'il n'y ait pas d'éducation. Donc en Suède, c'était comme ça. Le smartphone arrivait, puisque je crois que c'est 2007 ou 2009, 2011 c'était là. Et là, j'ai vu que ça arrivait vite. Il n'y avait que des contenus, on va être mal élevés, de merde. Et je me suis dit, c'est fou, ça va être dans les mains de tout le monde, de tous les enfants, donc on va faire du contenu pédagogique. Et avec cette conscience que ça serait possédé aussi bien dans les zones prioritaires d'éducation que dans les familles les plus riches, que c'était en fait un outil d'égalité. Après, cette expérience en Suède me prouvait quand même que notre école en France, elle n'a pas beaucoup changé. Voilà, moi j'ai toujours été bavarde. En maternelle, j'étais sous le bureau. Après, c'était bavarde impénitente. Après, c'était ne peut pas parler plus. C'était à l'étranger beaucoup plus interactif, ludique, de groupe, etc. Et je trouve que dans l'interactivité, moi qui suis une amoureuse de l'école et qui crois aux professeurs, peut-être plus que beaucoup de gens, je trouve qu'il était bien à côté d'avoir un outil qui permette de s'amuser plus, de prendre confiance et d'individualiser les parcours. Parce qu'on ne va pas tous aussi vite, on n'apprend pas de la même manière, on n'est pas tous aussi bosseurs au même moment de nos vies. Voilà, donc on peut avoir une chance après l'école de se rattraper, de revoir des choses différemment. Durant ton parcours, durant ce voyage en Suède, est-ce que tu as eu une conviction sur ce monde-là de la tech, de l'application, qui te suit encore aujourd'hui ? Ma conviction, c'était que... Alors, c'est une conviction... là, il y avait une conviction première qui était une conviction de femme, c'est que je devais me payer tout de suite. Alors, ça peut surprendre, mais c'est clair. Moi, j'avais 40 ans. J'étais pas jeune. J'avais des enfants. On me dit toujours, oui, ton mari gagnait très bien sa vie. On s'en fout, je parle de moi. Donc, c'était important. Il y avait 13 mois de Pôle emploi. France Travail maintenant à l'époque. Il fallait que ce que je fasse me permette de garder mon indépendance financière. Premier sujet, et quand on crée un projet... Ça apporte, on n'était pas encore dans les grandes époques des levées de fonds, ça apporte quand même quelque chose à la dimension. Le deuxième sujet où je suis intraitable, il fallait qu'il y ait énormément d'impact. Je déteste faire des trucs, même si ça rapporte beaucoup, quand il n'y a pas beaucoup d'usage. C'est pour ça que je suis partie sur le fait de faire tout le primaire, tout le collège, tout le lycée, les CAP, les bacs pro, d'adresser, je voulais quelque chose qui change massivement les choses. J'aime pas l'époque de 200 personnes où on teste un truc pendant 2 ans. Moi, il faut que le jour où ça sort, la première appli qu'on a sortie, c'est rigolo pour tester, c'était le TOEIC. J'étais à la Toussaint, en vacances en Corrèze, et je revois dans le store tomber parce que le TOEIC c'est international, un peu partout, et c'est ça qui est magique avec la tech. Voilà, donc moi, cette conscience que j'avais, honnêtement, elle n'était pas très tech, elle était très école, mais j'avais pas une conscience profonde. Nomade, c'est vraiment construit avec des profs à l'origine, une appli qu'on développait, mais la tech est vraiment venue peut-être 5-6 ans après dans le parcours de l'entreprise. On développait une app, mais on peut pas dire qu'on était une boîte tech. On était vraiment une boîte pédagogique, on digitalisait des contenus. T'avais le fond énormément et la forme exactement. S'est imposée d'elle-même. Ouais. Et en fait, c'est peut-être plus facile parfois de faire comme ça, parce que si on a que la tech et que le produit il est un peu vide, moi je l'ai vu, j'ai pas regardé là quand on a été nommé French Tech 2030 dans les 100 pépites de la France, combien il y en a qui restent aujourd'hui. Je pense qu'il y en a pas beaucoup, et j'étais loin d'être la plus brillante, mais j'étais la plus pragmatique. Je te parlais d'une conviction qui te suit encore, une conviction sur laquelle tu t'es retourné. Je me suis retournée, alors c'était pas une conviction, c'était une trajectoire, c'est-à-dire que j'ai voulu aller par cet amour de l'école et des professeurs dans l'école. Aujourd'hui, je vais vers le grand public parce que parler à des institutions, des ministres, j'ai vu tout le monde, ça bouge pas à mon rythme, c'est long, je trouve que l'impact n'est pas là. Donc aujourd'hui, ma conviction, c'est que Nomade s'adresse aux parents, aux grands-parents, aux jeunes, surtout en direct, mais que je ne passe plus par les institutions, les collectivités ou l'État pour financer mon projet, ce qui tombe bien vu ce qu'on voit, ce qui se passe actuellement, parce que c'est pas mon rythme, c'est pas mon mindset, voilà, et que c'est pas ma façon de procéder. Pourquoi tu penses que ça bouge pas assez ? Parce que déjà, on peut regarder, il y a eu 14 ministres de l'éducation sur un sujet hyper long. Moi, ma boîte, j'ai tellement appris en restant à ma place sur mon poste pendant des années. J'ai pas du tout la même compétence qu'il y a 11 ans. Là, ils changent tout le temps, je sais pas comment ils font. Deuxièmement, l'éducation est peut-être le sujet le plus compliqué parce qu'on a une conviction que tout ce qui est tech ou tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est privé, c'est mauvais et c'est sale. C'est très connu du côté des professeurs, etc. Ce qui se passe moins quand on a un fintech. Fintech, après tout, depuis le début, c'est que des gens qui veulent de l'argent, etc. C'est pas gênant. Nous, il y a une espèce d'opposition dans ce ministère qui a vraiment du mal à bouger. J'écoutais l'autre jour des syndicats de profs sur France Inter qui disaient « Mais l'IA, jamais, vous voulez tuer nos profs, c'est une honte, c'est la fin de nos enfants. » Enfin voilà. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est que notre école est en train de prendre du retard
sur tous les systèmes. Donc, Sur je pense du qu'on est retard dans qu'elle a un déjà. pays... Ouais, sur le retard qu'elle a déjà. Donc, moi, ces positions de principe, voilà, ça me fait pas plaisir. Honnêtement, moi, je crois que j'ai préféré mon enfance sans smartphone. Honnêtement, j'ai pas honte de le dire vraiment. Ça m'inquiète. Mais le smartphone, il est là, l'IA, elle est là. Et aujourd'hui, il faut se l'approprier. On n'arrête pas le progrès. Caroline de métro, elle va disparaître. Hein. Je veux dire, je suis pas éternelle. C'est mes enfants, puis leurs enfants qui prendront la route. Et là, on est un peu figé dans des postulats, comme sur plein de sujets en France. Voilà, c'est pour ça que je ne me lancerai pas en politique, parce que là, je serais excessivement pénible. On y revient toujours au mot pénible. Avant de parler de la vie concrètement et de comment tu l'as créée dans le fond, il y a un autre sujet. Tu as été nommée femme Forbes 2022. On parlait tout à l'heure de cette distinction que tu n'aimes pas forcément entre entrepreneurs hommes, femmes, ce genre de choses. De un, est-ce que ce titre-là, il t'a aidé en termes de visibilité ? De deux, qu'est-ce que tu as ressenti quoi en ayant ce prix-là ? L'anecdote, elle est rigolote, c'est que j'ai découvert sur LinkedIn, parce qu'on nous le dit pas, et c'était ma soirée d'été avec mes équipes, et c'est quelqu'un qui disait, ah tiens, il y a Caroline, etc. Et on a été au kiosque avec les équipes, je m'en rappellerai toujours, on allait au Sullivan, et on a acheté, c'est vrai que se voir dans Forbes, j'étais hyper fière d'être avec Audrey Fleurot, d'être avec la patronne d'Orange, d'être avec une des patronnes de la SNCF. J'ai appelé mes parents tout de suite, j'étais fière pour eux. Pour moi, Forbes, en plus, c'était le truc, j'ai jamais acheté Forbes de ma vie, c'était une espèce de... Après, je fais attention, c'est-à-dire que j'ai gagné plein de prix. J'ai dit qu'il n'avait jamais été aussi facile d'en gagner quand on est une femme en France, puisqu'on nous pousse. Il n'a jamais été aussi facile de réussir en France, puisqu'on est quand même privilégié. J'ai gagné des prix par rapport à des hommes qui le méritaient, au nom de la parité. Oui, ça m'a aidé parce que je communique, que je sais communiquer, que dès qu'on me donne ça, je le fais briller, peu importe ce qu'on en pense, parce que moi, mon projet, il est autofinancé, il me faut de la visibilité gratuite. Donc j'en ai parlé, je l'ai porté, j'ai joué la carte à fond. Là, j'ai un autre prix qui est un prix Elle et la Tribune, qui est un prix sur les 30 femmes françaises qui changent la France, etc. Donc, félicitations aussi. Ouais, mais je suis fière, j'adore embarquer quelqu'un de l'équipe, j'adore le fêter avec l'équipe. Après, c'est un prix. Et j'en parlais pour la médaille du mérite récemment, je ne l'ai pas eu. Et l'impact dans ma vie, c'est capital. Honnêtement, c'est pas de pas l'avoir eu. J'ai vu plein de gens l'avoir. Et je me suis dit, tiens, pourquoi, toi qui es très... C'est parfois ce que ça apporte à la Corrèze, à mes parents, quand je vais au stade, à mes enfants, au stade de rugby d'Aigleton, mon père était pilier, ou que ce soit les jeunes et tout, où en fait, il n'y a pas d'envie, il y a du respect. Voilà, c'est plutôt que je trouve que ça apporte le fait que on peut venir de là-bas, être un peu cash et avoir ça aux côtés de gens qui sont énarques. Patronne d'Orange, elle a un parcours extraordinaire. C'est une femme brillante, on n'a pas le même profil. Et elle m'a dit d'ailleurs très gentiment au dîner Forbes, oui, mais moi, j'ai pas créé ma boîte. Et c'était des paroles fortes, en me disant, créer sa boîte, c'est encore un autre parcours. Donc oui, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'aller acheter une belle robe, j'ai pas honte de le dire. Ça m'a fait plaisir d'aller dans un très bel hôtel. Magnifique. Voilà, j'étais heureuse. Bon, là, on a vendu énormément de rêves. Pour le coup, ces prix, pour moi, ils sont mérités, etc. Mais on va essayer de décrire ce qu'est vraiment Nomade Éducation. Le problème initial, pour essayer de le faire de manière un peu originale, est-ce que tu aurais une phrase d'élève pour pouvoir décrire ce problème-là ? Pas te mettre à ta place de maman ou à ta place de personne qui était à Studyrama, mais te mettre vraiment dans la peau d'un élève pour parler de ce problème que tu essaies de résoudre. J'ai rien compris en cours. Voilà. J'ose pas dire ma note à mes parents. Je suis en train de m'écrouler et puis voilà, j'en parle pas. J'ai pas de prof depuis 3 mois en technologie. Je maîtrise pas le français et je vais pas avoir mon bac pro parce que papa et maman ils sont allophones et voilà, ça va pas à la maison. Je suis en CAP chaudronnerie, j'ai intégré, j'adore, je vais gagner mieux ma vie qu'un médecin, mais il y a aucun outil de soutien scolaire pour m'aider. J'ai regardé chez Hachette, chez Hachi, les CAP, les bacs pro, j'ai rien. Où est-ce que je peux trouver des ressources ? Voilà, c'est tout ça. Et comment toi tu reçois donc ces appels à l'aide en quelque sorte? Mais ça, c'est le constat que moi j'avais fait, que j'entendais un peu partout. Et aujourd'hui, ça s'est traduit par 150 000 avis à l'opposé dans les stores sur 6 mois, sur les 6 derniers mois, donc des avis depuis le début. D'ailleurs, tu parlais de 5 millions, mais c'est 10 millions de jeunes qu'on a aidés entre la France et l'Afrique depuis le début. C'est qu'ils nous disent, voilà, j'allais me déscolariser, je ne l'ai pas fait parce que quand tu prends... Nous, on a gamifié l'appli, c'est un mélange de Strava et de Duolingo. Quand tu reçois des flammes qui te disent que c'est bien parce qu'on ne t'a pas mis face à un exercice
exercice qui est trop difficile pour toi. C'est comme quand j'ai voulu faire un marathon. Si je commence par un marathon, je me dis t'es nul, tu le fais pas, parce que je suis vraiment pas surdouée. Si je commence par un 5, je me dis t'es pas mal, un 10, etc. Et l'histoire de Nomade, c'est ça, c'est faire progresser les gens. Et il y a plein de gens qui nous disent qu'ils comprennent mieux qu'en cours. Alors, c'est quand même pas ma faute. Il y a des gens qui me disent qu'ils prennent mal leurs cours, ou qu'ils sont pas attentifs, ou qu'ils ont séché et qu'ils ont rattrapé grâce à ça. On accompagne tous les enfants hospitalisés gratuitement en France. Ça aussi, c'est un sujet. Donc, il y a plein de choses autour de ça. Et donc, si on reprend cette posture d'élève qu'on avait il y a quelques secondes, je télécharge Nomade. Il se passe quoi? Où est-ce que je vais? Sur quoi je télécharge Nomade. Eux, ils sont quand même beaucoup plus mobiles que site web. Je dis qui je suis. Donc, quel est mon parcours? Parce que pour qu'on m'offre mon parcours, donc je suis Caroline, je vais passer le CAP Couvreur pour reprendre l'entreprise de mon papa. Donc, je dis que je cherche les contenus de révision du CAP Couvreur. Je rentre dans l'application, je vais avoir toutes les matières sous forme de quiz, de mini-cours avec des parcours d'apprentissage et qui là vont être très fortement justement enrichis par l'IA. Et l'autre concept, c'est moi qui suis une malade de sport, c'est une partie intégrante de ma vie. Pendant le confinement, tous les matins, je me mettais mais vraiment comme une malade sur de la muscu où voilà, je cours beaucoup. Et Strava, ça m'encourageait en me disant t'as pas fait ci, il faut que tu reviennes, etc. Nomade, c'est ça. Tu as fait 1 heure sur la semaine, il te manque 10 minutes le dimanche de révision, donc c'est un peu les engager dans leur révision par le plaisir. Ils aiment bien se coacher. Il y a des classements, mais pas des classements sur le niveau, des classements d'engagement. Et il y a plein de jeunes qui nous disent là, c'est la première fois que je suis premier de mon établissement. Et voilà, c'est ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont aller chercher ce qu'ils veulent réviser pour une évaluation ou pour le bac. Ils vont se rassurer beaucoup, parce que c'est super de faire des quiz interactifs. Ils vont aller chercher ce qu'ils n'ont pas en cours et puis ils déclarent gagner jusqu'à 3 points de moyenne. Quand tu fais du multidiplôme comme ça, tu as donné un panel hyper large. Ouais. Tu parles de maternelle. De la licence de STAPS. On ne fait pas les maternelles. J'ai arrêté de les faire. Ouais. Je les faisais par peur du digital sur les petits. Okay. Je suis sortie du marché. Quand même, vous avez un panel qui est vraiment très, 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 très large. Comment est-ce que tu fais pour mobiliser tous ces professeurs? Je crois que vous avez des centaines de professeurs aujourd'hui. 400 professeurs à date et maintenant pas mal de professeurs en Afrique pour les programmes locaux. C'est ça. Comment est-ce que tu vas aller chercher ces professeurs? Comment est-ce que tu les embarques avec toi? Avec quel discours? Et ils te servent à quoi, ces professeurs? Alors, il y a une chose, c'est que François, mon associé du passé, puisqu'il est parti il y a 1 an, dirigeait la collection édition chez Nomade Éducation, chez Studirama, pardon. Il avait quand même déjà des professeurs, et c'est important quand on démarre une entreprise d'avoir surtout à notre âge, à 40 ans, on avait des prérequis derrière importants. Et aujourd'hui, ce qui les mobilise, il y avait un prof d'Henri IV qui me disait récemment que quand il donnait un cours, c'était à 35 élèves. Là, il a l'impression de donner un cours à 150 000 élèves. En fait, ils font profiter, donc ils le font pour certains, et c'est tout à fait louable, pour enrichir leur paye, parce que c'est vrai qu'un professeur en France, ça gagne pas. Et d'autres, beaucoup, pour diffuser au plus grand nombre ce cours qu'ils font d'habitude comme un cours magistral, mais là, en le numérisant, ils ont l'impression d'avoir beaucoup plus d'impact dans leur rôle de professeur. Parce que par exemple, ces professeurs-là, moi demain j'ai besoin d'un cours avec ce professeur de Henri IV, ça se passe comment? Je l'ai accès en vidéo pardon. Alors pas du tout. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, les profs font les contenus, mais il n'y a pas de profs dans l'application. Okay. C'est 100% tech et digital, c'est-à-dire que les profs, ils connaissent par leur présence terrain face aux élèves, les difficultés des élèves. On a un énorme back-end, Boulevard Haussmann, tout a été développé là, dans lesquels ils peuvent saisir des contenus, des quiz, des mini-cours, des programmes entiers d'adaptation qu'on va adapter au mobile et à la gamification. Les profs, c'est les concepteurs. On va mettre de l'IA par-dessus tout ça. Par contre, il n'y a jamais d'intervention humaine chez Nomade. Donc, je vais aller chercher, je vais dire que j'ai un problème sur les fractions que je n'ai pas compris. Je vais taper dans un moteur de recherche. Par le programme d'adaptif, ça va me mettre tous les blocs que j'ai peut-être pas compris en CM2, mais c'est toujours numérique. C'est vraiment comme Strava. Strava, j'ai pas de coach. Personne vient m'aider à courir, il faut que j'aille toute seule. Mais c'est vraiment l'appli qui va détecter et qui va aider l'élève. Comment, tu disais, il y a énormément de changements à l'éducation nationale, les programmes évoluent, même les barèmes, les notations, un bac, une année sur l'autre, il est différent, etc. Comment est-ce que tu mets à jour cette structure-là? C'est grâce aux professeurs? On excelle là-dessus. Le CNED me disait qu'on était plus rapide qu'eux ou les éditeurs. Le 14 juillet, quand je dis que je suis pénible, chez Nomade Éducation, tous les programmes de l'année d'après sont prêts. Quand ils ont sorti le bac sport, le bac hôtellerie, on était prêts dès le 15 juillet pour la rentrée suivante. Oui, on fait appel à nos professeurs, on travaille vite. J'ai 5 personnes à l'édito qui suivent ça. On regarde ce qui se passe au journal officiel et on avance. Voilà, il faut que tout soit toujours à jour, quelles que soient les réformes et pour tous les diplômes. Il y a aussi une vraie promesse, je trouve, et c'est un truc que vous mettez beaucoup en avant, et c'est pour une bonne raison à mon avis, c'est le fait que ce soit disponible en hors ligne également. C'était quoi les enjeux derrière ça et comment est-ce que
technologiquement parlant, ça change la donne de vouloir le rendre hors ligne? Alors, ce qui est très rigolo, c'est que ça la change moins maintenant qu'avant en France. Moi, je venais de la Corrèze, zone blanche. Donc déjà, on ne se rend pas compte, mais en ruralité, il y a plein d'endroits où aujourd'hui, et moi je trouve encore dans les trains, c'est difficile d'avoir accès au Wi-Fi. Donc l'idée venait de là au départ. Et ce qui a été formidable, c'est que moi j'avais envie, j'ai toujours aimé l'Afrique, j'ai beaucoup voyagé, je trouve qu'il y a un côté, puis de par notre histoire coloniale, les programmes sont les mêmes, et il y a cette envie d'école qu'avaient mes parents. Et en Afrique, c'est capital, donc là on est en train de prendre une longueur d'avance, parce que technologiquement, le coût de la data est tellement important là-bas que c'est pas possible de se développer sur ce continent si on fait pas des choses offline. Donc on a eu une intuition forte en partant de nos campagnes et de nos territoires d'outre-mer de développer ce hors connexion. Voilà, et la première baseline de Nomade, c'était révise où tu veux quand tu veux. Donc quand tu étais dans le bus, quand tu étais en mobilité, prends des temps de cerveau intelligent avec ton smartphone. Donc c'était au cœur du projet. Tu parles de l'Afrique, ça fait une bonne transition. L'Afrique, ça arrive à quel moment dans ce projet et quelle place ça a aujourd'hui? Alors, l'international est venu à nous, donc c'est chouette aussi moi j'aime bien écouter ce qui se passe. On s'est retrouvés un matin, on devait avoir 50 000 Sénégalais, Ivoiriens qui utilisaient l'application, donc on s'est dit très vite, mais évidemment, smartphone, taux de possession énorme en Afrique, rôle de l'école énorme, bien devant l'ordinateur, manque d'accessibilité à l'école, donc on a pris ce travers très vite, au début avec les contenus français, depuis très peu de temps on fait des contenus locaux, parce que c'est très important. Tu parlais de gratuité, mais je t'expliquerai que tout à l'heure, quand tu veux faire la pépite que je veux faire, fallait un modèle premium, donc il y a le modèle gratuit, mais il y a le modèle premium qui va arriver, donc on a pris, et là on veut très rapidement aller sur l'Amérique latine parce qu'il faut quand même être honnête, le virage IA permet des choses qu'on ne pouvait pas faire par le passé pour faire les programmes. Voilà, l'Afrique c'était à la fois une histoire personnelle et je pense que c'est le continent qui aura peut-être le plus d'effet sur l'ensemble de la planète si on n'y prend pas garde entre tout ce qui s'y passe. Je ne vais pas parler des femmes en Afghanistan. Quand on parlait des sujets des femmes tout à l'heure, là, il y a un sujet terrible qui devrait nous terrifier. Je ne vais pas parler des guerres entre tribus. Enfin, c'est un continent qui va mal. C'est un continent qui nous repousse d'ailleurs. Voilà, et pour moi, c'est un continent où il faut qu'on éduque les petites filles et les petits garçons. Sinon, il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Donc, tout ce qui sera porté là-bas, sera porté ailleurs. Et si c'est de l'islam radical ou si c'est des femmes, voilà. Donc on a trouvé ça hyper important et là on a vraiment envie. Il y en a qui pensent qu'on rigole parce qu'ils ont levé beaucoup d'argent, mais on a vraiment envie d'aller ailleurs d'une manière différente et avec beaucoup de puissance. L'Amérique latine, tu le disais, il y avait en Afrique, notamment au Maghreb et autres, tu as quand même ce truc colonial où on a une culture qui est néanmoins sur certaines parties communes. L'Amérique latine, potentiellement pas du tout. Comment est-ce que tu vas adapter ça? Et surtout, il y a une barrière de la langue qui est aussi peut-être un peu plus difficile. Alors aujourd'hui, la barrière de la langue avec l'IA et les moyens de nomade, il n'y a plus de barrière. Et après, sur les programmes, ce qu'on a fait, d'ailleurs, il y a des gens très bien comme la Khan Academy qui l'avait fait, c'est qu'on est parti sur des principes de granules. Le programme scolaire, il n'est pas le même, mais par contre, le théorème de Pythagore, c'est des choses, il y a plein de concepts qui sont les mêmes. Mais même en électricité, voilà. Donc en fait, on a développé tout ça pour pouvoir justement l'internationaliser beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que l'IA a changé la donne là-dessus. L'éducation, il y a un aspect culturel derrière. Oui. Comment est-ce que tu joues sur nuancer un petit peu ce qui se passe dans l'appli pour s'adapter aux cultures? Il faut des profs sur place. On avait eu un sujet une fois, j'ai plus jamais recommencé, sur le genre au Sénégal. Ouais. Voilà, et bien sûr, il y a même... Et dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, on a gagné un grand prix Deep Tech de la BPI l'année dernière. Et ça allait avec toute cette idée qu'on parle de la méthode de Singapour, de s'approprier les choses. C'est de rendre les choses crédibles. On était encore à Mayotte à demander à des enfants en mathématiques quelle était la distance entre Paris et Marseille. À Mayotte, il faut demander des choses locales. Donc on essaye de plus en plus de s'adapter aux cultures locales, mais même aux cultures françaises. C'est quoi le tout premier... Peut-être pas la toute première, mais la plus belle victoire que tu as eu avec Nomade, vraiment un moment un peu comme Forbes où tu as envie d'appeler ta famille, tu as envie d'appeler ton entourage, tu as envie d'appeler tes enfants et tu es très heureuse de ce qui se passe. Oh, il y en a eu. Je me revois plusieurs fois avec ma trottinette. Le mercredi, on était rentré de travail, passé chez le caviste, acheter du champagne qu'on buvait à 15h chez Nomade, où on rassemblait tout le monde. Non, mais il y a plein de choses. Ça peut être quand on a un énorme article, une page dans les Échos, où on se dit waouh, la fille qui voit l'entrepreneuriat différemment. Et ça, c'est important pour moi, parce que quand on porte des idées fortes, j'ai été très seule. Donc là, ce qui est génial, c'est de sentir qu'il y a plein de gens qui se mettent à penser comme vous. Ça, c'est... Voilà. Il y a eu le premier prix BPI.
C'est-à-dire que pour une fille comme moi, gagner un prix tech puissant, etc., sur l'IA, alors qu'on disait elle est mignonne avec ses quiz. Voilà, donc je crois qu'il y avait ça, c'est hyper important. Là, récemment, je crois qu'il y a eu, et j'adore mon ex-associé qui est un ami, mais trouver un board aussi solide que je l'ai fait en aussi peu de temps, hein, avec des hommes brillants, riches, qui ont eu envie de me suivre en 10 minutes. Ça a été un moment de soulagement aussi, parce que plus de Caroline Métro dans ma boîte, ça servait à rien. Avoir d'autres gens plus fortunés, avec un gros réseau, qui me fassent confiance et me laissent ma liberté, en acceptant ce que j'étais, parce que j'ai quand même dit à mes anciens actionnaires, ceux qui n'aiment pas mon côté, mon engagement, mon côté business et impact, mon côté faux folle même, faut sortir. Tout le monde a été très respectueux, et de trouver des gens qui me ressemblent et qui croient en moi, ça a été vraiment... je crois même que je me sens beaucoup mieux depuis ça, quoi. On parlait de levée de fonds. En l'occurrence, je crois qu'il y en a eu quelques-unes de votre côté, mais pas des millions. On a levé 350 000 euros, Ouais. donc on a communiqué comme tout le monde sur 800 parce qu'il y avait la BPI et la banque. Okay. On a levé 350 000 euros auprès de chefs d'entreprise qui devaient défiscaliser des choses. À l'époque, avec qui je suis restée très proche. Certains sont restés et ont accéléré leur participation au capital. On vient de faire une augmentation de capital. D'autres sont sortis. Et depuis, on a été sur l'autofinancement par la dette, notamment, ou le chiffre d'affaires. Voilà, il faut que le chiffre d'affaires soit toujours en croissance. On voit qu'actuellement, les fonds, ça se tend. Et surtout, je pense que c'est pas si facile, et peut-être encore plus quand on est jeune. C'est un peu l'histoire du loto, quoi. C'est, quand on a beaucoup d'argent, c'est facile de dépenser n'importe comment. Là, on traverse une année de crise en France. Moi, j'ai vu avec mon CFO, etc., comment on aborde cette année. Si la croissance n'était pas au rendez-vous, comment on gère. Mais j'ai cette trésorerie, j'ai ce chiffre d'affaires, etc. Si je devais compter, je veux pas dépendre des autres. Et surtout, je veux pas qu'on me dicte une conduite et malgré tout un fonds. En général, on perd en indépendance. Justement, la question qui vient avec tout ça, c'est pour des gens qui ont envie de bootstrap ou alors lever, mais pas des millions d'euros. Ça serait quoi le conseil que tu leur donnerais? Un truc que toi, tu t'es dit, ok, ça, je l'ai vraiment appris. Mais moi, j'étais construite comme ça. Je suis une fille de chiffre d'affaires, donc j'ai pas appris. Je ne connaissais rien à ce monde. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, tu me parles de lever ABC. Je suis complètement à la ramasse. Non, mais ça peut paraître lunaire. Moi, j'ai un patron, Studirama, c'est une boîte ultra solide, etc., qui a toujours porté du chiffre d'affaires. J'ai été entourée par des patrons de PME. J'adore partir avec des patrons de boîte, moi avec des gens de la start-up, parce que c'est mon ADN. Mon ADN, c'est, l'année prochaine, on doit faire 25% de développement sur le modèle régie, la pub, et on doit faire, je vais dire n'importe quoi, parce que je m'en souviens pas, 250% sur le modèle premium. Je sais que j'ai cet argent qui va rentrer, à plus ou moins 15%. Mes dépenses, puisque je suis pas là pour faire du résultat, c'est pas une boîte de dividendes, c'est une boîte d'investissement, elles sont câblées là-dessus. Je suis construite comme ça. Donc j'ai appris que, oui, quand on maîtrise ses dépenses, j'ai appris aussi une chose très importante, c'est qu'est-ce qu'on est malin chez Nomad. Sur les coûts d'acquisition, sur les dépenses que l'on fait, etc. Parce que quand on a peu de choses au départ, on n'a quasiment rien investi en Afrique. On a été beaucoup plus malin, voilà. Et je pense qu'on est malin, on se fait plaisir sur des sujets justement d'entreprise, de bureau, boulevard Haussmann, mais sur plein de choses, on est malin, comme le sont les gens qui se débrouillent de peu de choses. Et je pense que souvent, quand on a eu tout, qu'on a beaucoup cramé, recruté. J'ai que des exemples comme ça autour de moi, et même de très belles boîtes que je ne citerai pas, qui sont en train de licencier à fond, qui ont tout porté par le marketing avant le produit. Donc ils ont dépensé. Donc moi, si je dépense 3 millions d'euros demain matin en télé et tout, bien sûr que je vais monter. Mais il y a une montée parfois artificielle avec un produit qui n'est pas encore prêt. Donc c'est une culture. Moi, j'ai appris qu'il fallait garder ses convictions. J'étais convaincue qu'il fallait parler des CAP, des bacs pro. Tout le monde en parle à l'heure de l'IA parce que c'est des métiers pas remplaçables, que notre industrie va pas bien. J'ai porté l'autofinancement. Aujourd'hui, mes banques, elles m'adorent. J'ai été femme BNP Paribas aussi, alors que j'ai pas levé. J'ai porté l'Afrique. On me raillait. Aujourd'hui, Canal+ me dit, t'as tout compris. C'est un continent qui est en train de s'argenter. Il y a des en dehors de l'impact, hein, il y a des classes moyennes avec beaucoup d'argent sur l'éducation. Donc, faut aussi suivre ce qu'on croit et puis pas trop écouter. J'ai voulu poursuivre le travail, parce que j'aime les équipes, que je suis une fille de terrain de rugby et qu'il faut que les gens soient ensemble, que j'ai besoin de les voir, j'allais dire des toucher, de prendre un café. Et bien aujourd'hui, on est à 3 jours, 2 jours, mais en tout cas, j'ai jamais cédé, j'ai jamais perdu un tech. J'ai dit non, moi, ma boîte, c'est les gens avec qui je vis, sinon je vends. Honnêtement, je vais chercher des cèpes en Corrèze. Moi, ce que j'aime, c'est l'autre et pas les visios. Aujourd'hui, il y a un énorme retour en arrière sur le télétravail, alors que moi, j'ai trouvé mon équilibre avec des gens qui sont tous hyper heureux d'être là. Donc, poursuivre ses convictions sans écouter les modes. Il y a plusieurs voies, en fait, et il n'y en a aucune qui est meilleure que l'autre.
Tu m'as fait une mini transition tout à l'heure, tu parlais de Régipub, tu parlais du freemium. Quelle place ça prend aujourd'hui Nomad Plus? C'est quoi les fonctionnalités premium que vous ajoutez et pourquoi tu as voulu prendre ce chemin-là? Alors nous, on est vraiment un modèle à la Spotify, c'est-à-dire que pendant des années, on a déployé Spotify, c'est la musique. Nous, c'est un modèle de mini-cours gratuit financé par la pub. Et quand j'ai voulu accélérer, la pub, c'est difficilement scalable à l'international. Donc ça représentait, il y a 2 ans, 100% du chiffre d'affaires de Nomad Éducation. On a lancé l'abonnement premium avec, en plus des quiz, des mini-cours et du programme sportif d'entraînement scolaire, tout ce qui est exercice pas à pas dans toutes les manières, les annales corrigées pour tous les examens, des fiches essentielles sur ce qu'on doit savoir sur tout, en anatomie, en STAPS, en SPEMAT, etc. Le TOEIC, le TOEFL. Le patron de la FNAC rigolait parce que je lui dis j'ai digitalisé le rayon FNAC, le grand oral, les concours commerce, ingénieur, etc. 149 € par an pour une famille de 5 personnes. Ça représentera environ 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà. Et ça doit, d'ici 2 à 3 ans, représenter rapidement 60% du chiffre d'affaires d'entreprise. Et donc, je pense qu'on imagine assez bien, mais pour une entreprise qui vient pour le côté Régipub, c'est quoi l'avantage de se mettre sur une application comme Nomad? Les gens qui viennent communiquer chez nous. Ouais. Bah, c'est qu'en fait, on est devenu le premier média d'influence. On est le petit coach les jeunes nous aiment. Mon fils, quand il est rentré à l'EM Lyon, on lui a dit alors, tout le monde n'utilise pas, mais tout le monde connaît. Ils disent c'est ta mère, on va la suivre sur Insta, c'est rigolo. Donc en fait, il y a plein de jeunes qui aiment bien cette app. On est devenu un média d'influence. Donc communique chez nous 300 écoles du supérieur. Pour la promotion, ça peut être Ferrandi pour les CAP, ça peut être HEC pour ses masters. Toutes les campagnes d'attractivité, la métallurgie, l'artisanat, la marine nationale et les campagnes de prévention. AXA Prévention vient de signer un très gros programme avec nous de prévention routière. Ça est sur nos réseaux sociaux qui sont très puissants. En fait, les marques, où là, j'ai été hier, j'ai eu un rendez-vous extraordinaire à la Fondation, j'ai eu la chance de rencontrer le COMEX de la Fondation L'Oréal. On va porter un très gros programme auprès des femmes et des sciences. Là, j'ai contacté le patron d'Andros pour faire un programme autour de la nutrition. Les marques, elles trouvent que c'est une manière de véhiculer de manière plus qualitative que les réseaux sociaux leur message auprès de tous les jeunes. Ceux de Mayotte, de la Corrèze, de Toulouse, du 16e à Paris, les bacs pro, les ruraux, les meilleurs de la classe, voilà, la jeunesse qui va faire demain. Donc ça, c'est ça notre régie et on est fort là-dedans. Voilà. Je te disais tout à l'heure qu'on allait parler d'IA. Ouais. On y est. Nous, on utilise plein de types d'IA. Okay. Donc, en fait, on utilise pour les contenus, on va plutôt utiliser Claude. Pour en interne, tout ce qui, on va plutôt utiliser Gemini. Or, c'est vrai qu'on n'utilise pas, et je dois avoir honte de le dire, d'ailleurs, j'ai un peu honte, on n'utilise pas Mistral AI. Et c'est pas moi qui fais les choix. Très honnêtement, c'est la compétence, donc on va être plutôt entre ChatGPT, etc. On a fait une montée en compétences très forte et très, très rapide de toutes les équipes. Mais de la finance et tout, l'IA, elle est partout. Voilà, parce que pour rendre le travail des gens plus intéressant, pour être plus productif et aller plus vite, parce qu'on a vu arriver sur notre secteur des levées de fonds à 27-30 millions d'euros, là partout, sur des IA éducatives. Moi, je suis pas une IA éducative, je suis un projet pour la jeunesse, c'est un projet d'éducation, c'est assez différent. Et on intègre beaucoup la DIA générative et DIA de recommandation, mais toujours dans un environnement fermé, c'est-à-dire qu'on va se servir des plus grands, donc on réinvente pas l'IA. Hein. On va pas dire Caroline Métro a fait son IA, Nomad Éducation crée son IA, pas du tout. On prend les IA et par contre on les met exactement, on fait des surcouches d'IA sur des contenus faits par des professeurs, des parcours et validés après par des professeurs pour éviter hallucinations ou autres et avoir des vrais programmes fiables. Hallucination, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des bugs, simplement d'IA. C'est que récemment, on a vu par exemple avec une IA française et qui n'est pas du tout Mistral AI, qui est très compétent, que les vaches pondaient des œufs. Ouais. Voilà, très belle hallucination. Ça Autre chose par rapport à l'IA, donc on comprend bien ce que vous automatisez et ce que vous voulez pousser. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez choisi de ne pas toucher et de ne pas intégrer avec l'IA? Non. Ce qu'on a choisi de faire, d'ailleurs ça a été validé hier, c'est que partout où il y en a, on le mettra. Donc il y a les contenus nomades et il y a les contenus IA. C'est-à-dire qu'on va permettre à chaque élève, par exemple, quand il rentre le soir et que son prof a décidé de faire une partie spécifique qui n'est pas au programme, qu'il puisse lui-même créer son propre programme à partir d'un contenu qu'il va scanner, photographier, il va pouvoir faire ses quiz, etc. Mais ça sera ton chapitre IA, c'est des choses qui vont arriver très très vite. Et après, il y a le chapitre nomade. On ne s'interdit pas grand-chose. Si, la totale liberté d'aller chercher n'importe où dans l'IA, dans les prompts, etc. C'est quand même dans un univers fermé où on contrôle en fait l'IA et les résultats qu'elle va donner. Donc on fait pas, on a regardé des choses aujourd'hui que je ne citerai pas non plus, où c'est vraiment complètement dévié, par exemple sur l'orientation, où on amène carrément les jeunes dans l'école où ils veulent aller, ça on se l'est interdit. Interdit. La recommandation. Voilà. Le côté entreprise à mission B Corp dont je parlais au début,
Pourquoi aller chercher ce statut et comment ça se caractérise chez vous? Parce que c'était nous, bien avant que ça... Voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc c'était important de l'afficher à l'heure où d'autres l'affichaient et qu'ils l'étaient beaucoup moins. Deuxièmement, il y avait un atout financier. Moi, je fais jamais rien pour rien. Il y a des prêts qui existent, des banques sur ce type d'entreprise. Le monde va dans cette direction. J'ai pris 1,3 million, je crois, il y a 3 ans, grâce à ça, de dette à BNP Paribas, parce qu'ils ont des lignes sur les entreprises à mission et les entreprises Bicorp. Voilà, donc c'était à la fois ancrer l'entreprise dans ce qu'elle est vraiment, et aussi obtenir des aides qui sont dédiées qu'à ces entreprises. Il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de cases à cocher. Ça se caractérise comment ces cases chez vous? Comment est-ce que vous les cochez? Chez nous, c'est hyper facile parce que c'est l'impact direct. Donc, sur Bicorp, avec tout ce qu'on a fait, on a accompagné 500 000 enfants avec la Fondation Orange au Mali, au Niger, au Burkina, dans tous les pays en guerre qui n'avaient pas accès à l'école. Dans les zones prioritaires d'éducation en France, on est partout. Sur les enfants qui sont en décrochage scolaire, on a un enjeu hyper important. On aide énormément d'associations, les hôpitaux, etc. Donc, on avait énormément de chiffres à donner sur des zones, etc. Donc c'était facile. Et voilà, notre mission, c'est des jeunes éduqués, bien dans leur basket, place hyper importante du sport comme pilier d'éducation, engagés, conscients des enjeux de demain. Voilà. Et cette mission forte d'engager tout le monde en disant que la plus belle promesse pour l'avenir, c'est la jeunesse. Il ne faut pas l'oublier. Comment on fait pour intégrer mieux le sport dans l'éducation? Parce que tu vois, moi, c'est un truc qui m'a toujours frappé. Collège, je fais un échange en Allemagne, ils finissent à 14h, et après ils ont du sport toute l'après-midi. Et je me suis toujours dit, mais je ne comprends pas, alors que tout le monde fait ce reproche-là ici, pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'on est en France. Et que on revient au sujet de tout à l'heure, en fait, de l'éducation nationale. On a eu un pays qui, pendant des années, a tout intellectualisé et faire du sport. Enfin, on était des bourrins, quoi. Les sportifs, c'était... On ne pouvait pas être intelligent et sportif. C'est en train de changer. Non, mais objectivement, hein. Il y avait les intellos d'un côté. Voilà, il y a eu plein d'idées. Je sais pas, c'est un pays qui... Peux-tu le ressentir sur le rugby aussi, notamment. Oui, mais ça me rend malade. Ça me rend malade parce que des gouvernants qui ne le prennent pas en cause, quand on voit les Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on vient de vivre, ce que ça a apporté au pays, au moins, au lieu de se friter, on portait le même drapeau avec toutes nos différences d'ailleurs autour, voilà, toutes nos différences extraordinaires. Moi, j'en ai profité. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Et là, c'est flop. J'arrive pas à comprendre. Tous les cardiologues disent que les collégiens préparent leur infarctus. On est le 2e marché pour McDo. Et j'ai rien contre aller me faire un McDo. Hein. L'obésité est galopante. La marine me disait qu'ils avaient des sujets pour recruter des gens. Il faut quand même être alerte. Et je sais pas. On fait rien parce qu'on va... Par contre, on va mettre plein de trucs en plus dans tous les sens. Même sur l'apprentissage de l'empathie. Moi, je pense qu'on est des animaux. On est des animaux éduqués, mais qu'on a un corps et une tête et qu'il faut se défouler. Voilà, et que ça enlèverait plein de sujets. Donc, je pense que les parents, puisque l'éducation ne prenne pas le sujet, les parents et les jeunes. Donc, nous, on a 4 sportifs de haut niveau dans l'équipe qui portent sur leur réseau, etc., qui nous accompagnent, qui font des conférences, qui viennent parler à mes équipes. Moi, j'enquiquine tout le monde. Hein. On fait des courses ensemble. J'en ai plein qui se sont mis à courir dans l'entreprise contre le cancer, etc. Parce que c'est prendre soin d'eux, en fait. On peut pas... Et moi, je dis même à mon codir que s'ils veulent aller où je veux aller, ils doivent être en forme là, et que, enfin, dans leur tête. Et donc, le corps doit suivre. Voilà. Donc, je suis assez violente là-dessus. Mais tu vois, c'est Valentin Richardot qui me disait dans son émission que lui, le secret de ce qui a fait que ça a marché, c'était qu'il y avait énormément de boulot, mais il ne s'arrête pas uniquement au boulot sur l'ordi. Il dit que moi, je ne suis pas bon si je ne fais pas mon sport. Et je suis complètement d'accord avec lui. Et sincèrement, je pense que sur tous les entrepreneurs que j'ai interviewés depuis le début, il n'y en a peut-être pas un qui ne m'a pas parlé du sport et qui n'a pas inclus le sport dans sa vie, que ce soit des Ironman, que ce soit de la course, que ce soit... Moi, c'est 4 fois par semaine et surtout, ça donne un autre objectif. C'est-à-dire que si on réussit un trail et qu'on a merdé au bureau, enfin voilà, il y a toujours... Moi, ça met en face à des défis qui sont parallèles et en plus, moi, je réfléchis beaucoup. La course, je devrais peut-être pas, mais en tout cas, quand je cours, je pars avec un problème, je reviens avec une solution et moi, c'est ma boîte de nuit à moi. Je suis beaucoup sortie. Je mets ma musique, je pars dans la nature. Et quand je suis en vraie nature, en Corée, je mets pas de musique. Et quand je reviens, je me sens tellement forte. Voilà, en fait, je me sens forte de mon corps et je sens mon corps. Et en plus, moi, je vieillis. Hein, donc, c'est encore plus dur parce qu'il y a plein de trucs qui sont assénés de la société, etc. Donc, dans un monde de la tech qui est très jeune, on passe vraiment parfois pour la vieille conne. Mais j'ai envie de leur dire, venez, on va courir ensemble. Pour parler un peu du secteur, de l'écosystème, le smartphone, on a commencé à l'aborder tout à l'heure, comme un levier d'égalité. T'en as aussi beaucoup qui seront plus sceptiques, qui te diront que TikTok, un mec qui est sur TikTok, ça va plus le distraire et que globalement, le smartphone, ça sera peut-être 80% de distraction et 20% d'autres choses.
Toi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là ? Je pense qu'il est compliqué. Voilà, et qu'il ne faut pas se poser sur des postulats parce que c'est pas facile, il y a un vrai sujet, il y a des parents que j'ai envie de... Quand je vois des enfants jeunes ou que ça prend la place de la babysitter, je ne comprends pas. En fait, je pense c'est comme tout. Mais véritablement, on doit apprendre à maîtriser. Et moi, ça me fait peur. La place que prend le numérique dans la tête des enfants me fait peur. Et moi, quand j'ai peur, j'agis. C'est-à-dire que je ne dis pas, on ne va pas faire un auto-da-fé comme on a fait avec le livre au Moyen-Âge en brûlant les... Ils sont là. Je pense que c'est... Il y a deux solutions. Soit les gouvernements unilatéralement interdisent tout ce qui est réseaux sociaux et on n'en parle plus. C'est interdit, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de smartphone, c'est plus possible. Donc si ce n'est pas comme ça, eh bien, il faut qu'on apprenne. Et moi, je trouve qu'il vaut mieux qu'ils fassent 30-40% de temps éducatif, leur apprendre à utiliser l'IA, que ça peut dire n'importe quoi, que dire non, pas de smartphone. Ça ne marchera pas en fait. Voilà, donc moi, je suis une pragmatique dans tout ce que je fais. Dans le prix que j'ai gagné, ma catégorie, c'est concrète. Ben, je suis concrète. Aujourd'hui, il y a ça. Voilà, j'ai mis du contrôle parental, j'ai essayé, j'ai balancé un téléphone qui a fait un vol par la fenêtre de ma fille. Je suis comme toutes les mères, à des moments ça me fait criser. Je leur ai mis beaucoup sur les terrains de rugby, ma fille et mon fils, parce que quand ils sont là, il n'y a pas de smartphone. Elle adore utiliser Nomad, elle adore utiliser des livres. On diversifie. En tout cas, je pense que ça peut donner un autre éclairage. Et moi, surtout, j'ai pas d'autre solution. Quelle est la solution de ces gens ? Sur TikTok, je comprendrais qu'on puisse l'arrêter. Après, il y a plein de gens qui se sont remis à lire grâce à TikTok. Oui, je dis juste BookTok, que c'est un sujet. Je suis pas une enfin. pédagogue, je vais pas parler de sujets que je ne comprends pas. Je vois des choses terribles. Je disais qu'un des trucs qui m'a le plus bouleversée, j'essaie de me couper là. Quand je suis partie, je fais de la randonnée en Corse. Non, mais je t'en prie. De me couper de tout. Je suis rentrée, j'ai ouvert le Figaro, j'ai vu l'histoire de cet influenceur qui est mort en ligne, etc. Sur l'autre plateforme de concurrence et qui n'a rien à voir d'ailleurs avec Twitch, me disait mon fils, puisque je n'utilise pas. Ça m'a bouleversée. Et là, c'est vrai, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde ? Qui peut prendre du plaisir ? Alors moi, j'ai toujours les larmes aux yeux, je suis une dépendante affective. Mais où va le monde ? Donc, je suis d'accord, il y a des dérives. Nous, on a fait une grosse campagne contre la campagne TikTok qui disait aux filles qu'il fallait être squelettique, avoir mal au ventre. C'était bon signe, d'avoir hyper faim, d'avoir les cuisses qui ne se touchent pas. Mais là, il faut qu'il y ait des règles. Voilà. Nous, on fait quelque chose qui est bien, qui sert, qui est utile. Donc, honnêtement, les leçons de morale, voilà. Après, s'il y a d'autres règles, je les respecterai, qui vont dans un sens des moins jeunes. Je suis sortie par moi-même des maternelles en disant qu'il fallait que, voilà, avant 6 ans, après tout, il y a d'autres façons d'apprendre. Je suis pour qu'il y ait plus de profs, qu'ils soient mieux payés. Je suis pour l'école. Mais à côté, je trouve bien qu'il y ait du numérique. Tu vois, on parlait des 10 millions de téléchargements tout à l'heure. C'est quoi les autres métriques ? Parce que bon, 10 millions de téléchargements, c'est une super belle métrique pour le produit EdTech, etc. C'est quoi les trucs concrets dans la vie des étudiants que tu as envie d'aller chercher, que ce soit des témoignages avec des plus 8 sur une moyenne ou moi, c'est comme quand ça. même ça, il faut être très honnête. C'est quand même, il y a deux sujets, il y a la révision et l'orientation. Donc sur la révision, c'est quand même d'obtenir des meilleurs résultats, parce que c'est important, c'est quand même ce qui fait ton dossier. Moi, j'ai un autre sujet, je suis aussi engagée, j'ai toujours dit à mes enfants, mais je préfère qu'ils aient 13. Et déjà, c'est une chance de pouvoir les avoir que 16 et qu'ils fassent plein d'autres choses. Donc, dans l'appli, il y a plein de choses autour de ça. Hein. Tu vois, tu parlais du sport. Donc, ça, c'est un résultat. C'est de changer. C'est pas qu'une appli, quand je dis qu'il y en a plein là, qui viennent sur mon marché avec une IA éducative. Moi, c'est pas ça. C'est que j'ai envie de changer les choses. Donc, j'ai envie qu'ils fassent plus de sport. J'embarque les boîtes autour de ça. Il y a le métrique d'usage. C'est très important qu'ils reviennent régulièrement dans l'appli. Donc, qu'il y a un engagement et qu'ils trouvent leur voie. Quand je rentre à la BPI, que la fille me dit « Oh, je suis tellement contente de vous truquer, c'est grâce à vous que j'ai trouvé telle école, etc. » Parce que d'ailleurs, tu as des témoignages comme oui, ça, quand je vais là jouer au World Skill la semaine prochaine, qui est un des salons où il y a eu la finale à Lyon, d'ailleurs l'année dernière, que j'adore, on voit les métiers de la main, quand quelqu'un me dit je suis devenu jardinier paysagiste parce que j'avais vu dans Nomade ou que je vois des marins, trouver sa voie, être heureux dans sa vie, quoi. C'est aussi ça que j'attends, qu'on dise qu'il n'y a pas que... il n'y a pas que le bac plus 5, il y a plein de voies pour réussir. Voilà, c'est plein de choses. C'est quoi les enjeux que tu te fixes là bientôt avec Nomad, où est-ce que tu aimerais l'amener, que ce soit en termes d'entreprise mais aussi au niveau pédagogique? Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs que tu vois arriver que tu aimerais inclure dans l'app? Alors en termes d'entreprise, j'arrive à la première fois où je suis déçue de moi-même, de mes résultats, ça veut dire qu'il faut accélérer. Voilà. Là je me dis c'est bien sympa, mais... Pourquoi déçue? Mais parce qu'il y a tellement... peut-être parce que justement je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, on a tout pour y arriver, j'ai un board solide, je sens que je parle à des interlocuteurs qui ont l'air de ne pas me trouver complètement cruche, de très haut niveau, qui ont envie de me suivre, voilà, je rencontre tout et donc je me dis on a tout pour y arriver, j'ai des équipes fidèles, engagées, donc il faut qu'on accélère l'internationalisation, on accélère très fortement sur l'IA dans le produit. C'est évident. Je pense qu'on était un peu chiant, c'est-à-dire très scolaire dans notre approche.
encore, malgré ce côté gamifié, il faut qu'on aille plus loin dans le plaisir d'apprendre. Donc là, on est à fond, c'est hackathon tous les matins là-dessus. Donc encore un produit beaucoup plus tech. Et puis, connaissance par les parents. Il faut être très honnête. Aujourd'hui, on est ultra connu par les jeunes. Mais toute la classe d'âge, notamment sur le premium, il y a des gens qui me connaissent parce qu'ils vont regarder LinkedIn, etc. Mais sinon, ou les politiques. Mais ce n'est pas suffisant pour faire un produit. Je suis partie en séminaire avec Frédéric Mazella de Blablacar, c'était super. Il m'a dit déjà envoie des fleurs, continue. Il me dit moi j'ai fait que ça, tu t'en fous. Il y a des gens qui rêvent avec son éducation. Continue, balance des bouquets de fleurs quand tu parles, dis que tu as envie de changer les choses. Ça finit par marcher. Et il m'a dit aussi qu'il fallait que je touche le grand public. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que quand on rentre quelque part, dans 1 an et demi maximum, on dise oui, c'est Nomade. Mon objectif, ça serait que ce soit la marque préférée des Français parce que l'école, ça parle à tout le monde. Et que si j'arrive, et aujourd'hui j'arrive à parler aux gens qui font la grève aujourd'hui, aux politiques, aux parents, aux patrons du 440, voilà, c'est un peu de rassembler autour de ce projet parce que je trouve que sur l'école, on ne devrait pas s'engueuler. Parce que c'est nos enfants et qu'ils ont tous la même valeur, voilà, peut-être pas les mêmes points de départ et tout, mais qu'on a envie de les amener dans la même direction. Mais tu vois, moi, il y a un truc qui m'a fait tilt et c'est un truc qui vient de me venir, mais tu dis que c'est plutôt les jeunes qui vous connaissent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un enjeu à continuer Nomade pendant au moins le renouvellement d'une génération pour devenir vraiment cette marque où tu vois les gens qui ont mon âge ou moins, ou tes enfants, qui connaissent Nomade, ils puissent l'amener à leurs enfants et donc créer une génération qui connaît que Nomade? C'est une très belle question que je me pose beaucoup, et puis je suis à l'âge où on se la pose. Quand on a 52 ans, quand on a un associé qui est parti avec pas mal d'argent, et moi je suis bien payée, mais j'ai jamais sorti d'argent de ma boîte, j'ai pas d'argent ou de fortune cachée quelque part. Quand on a envie de prolonger, qu'on se sent pas vieillir, parce que on se dit mais voilà, que nos enfants grandissent, que j'ai fait un board, c'est rigolo ta question, parce qu'au board j'ai fait venir les enfants de mes 2 actionnaires. Parce qu'ils ont repris le groupe, donc j'ai pris le fils de Samuel Tual et le fils d'Alain Rocher qui reprennent les groupes, parce que je trouvais c'est eux la jeunesse aussi, et j'ai fait venir mon fils. En me posant toutes ces questions, elles sont dans ma tête, bien sûr que moi j'ai envie que ça survive, j'aimerais que ce soit un projet, je me pose aussi des questions avec l'IA, je me dis est-ce que les boîtes ça ne devient pas que des modes, c'est pour ça que je te parlais de TF1 ou de boîtes qui sont malgré tout ancrées dans le temps. Moi j'ai envie d'écrire cette histoire, voilà, c'est pas quelque chose que j'imposerai à mes enfants, parce qu'il n'y a aucune raison, mais j'ai des équipes, j'ai des gens que je fais grandir. J'ai des gens qui ont 20 ans de moi dans l'entreprise. Oui, je trouve que ça serait extraordinaire que ceux qui nous utilisent aujourd'hui, aient envie de nous faire utiliser par leurs enfants demain. Voilà. En tout cas, j'ai plein de propositions de vente. J'ai pas du tout envie. Pour l'instant, non, pas du tout. T'es passionné. Pas du tout. Oui, c'est ma vie. C'est un projet de vie. C'est un projet de vie. C'est pas un projet de valo. Ça se sent. C'est drôle parce que j'adore faire ce jeu, notamment avec des entrepreneurs qui sont déjà parents, parce que ça donne une idée beaucoup plus précise de ce que je vais énoncer. Le jeu que je fais en général à la fin des émissions, c'est le jeu du newbie. C'est-à-dire que c'est des questions qui pourraient être posées par des enfants, donc très naïves, un peu dans l'idée de la période du pourquoi. L'idée, c'est qu'aussi tu puisses répondre de manière très simple, un peu comme si tu parlais à un enfant. Bon, en effet, c'est pas le cas, donc tu peux aller un peu plus loin si tu as envie. Mais voilà. Est-ce que tu peux me pitcher Nomade comme si j'avais 8 ans? Pas facile tous les soirs quand tu rentres, que tu as trop de devoirs et que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller jouer avec ton ballon dehors ou tes billes, etc. Prends Nomade Éducation, ça va t'aider. En 15 minutes, tu vas gagner du temps. Et demain, quand tu arriveras à l'école, tu verras, tu maîtriseras les sujets, tu auras appris par cœur et tu ramèneras des bonnes notes à papa, maman. Super. Putain, si tous les pitch decks ils étaient aussi simples, mais très belle réponse. Pourquoi est-ce que je peux pas juste réviser sur TikTok? Je pense que tu peux apprendre des choses sur TikTok, mais TikTok, ça ne te construit pas un programme. Et ce que tu révises, tu vas pas pouvoir le garder. C'est-à-dire que tu vas enchaîner des choses, mais dans Nomade, contrairement à TikTok, c'est vérifié par des professeurs et c'est important parce que tu sais bien qu'il va falloir que tu penses avec ta tête parce que tout ce qu'on t'envoie, c'est pas toujours juste. Et nous, c'est des professeurs qui vont regarder que ce qu'on te donne, ça t'induit pas en erreur. C'est hyper important d'être en sécurité quand on est jeune et même après d'ailleurs. Et parce qu'en plus, tout ce que tu apprends, ça va se mettre dans un parcours où on va garder des traces et on saura où t'es bon, où t'es pas bon, et ça permettra que quand tu reviens, ce soit plus adapté à ce que t'aimes pas, là où t'es bon, où t'es pas bon. Parfait. Et puis je pense pour aller dans ton sens et pour aller plus loin, il y a aussi sur TikTok
un espèce de phénomène d'annihilation de l'esprit critique. Oui. C'est-à-dire que si je regarde constamment des sujets qui me parlent et qui vont dans mon sens, bah, ça continuera à me montrer des vidéos comme ça, alors que des trucs qui viennent me confronter, là, il n'y en a pas. Et c'est pas le cas que sur TikTok. Hein. Et sur On Nomad, se rend compte on a des tous, trucs qui viennent exactement. Nous confronter, avoir des opinions diverses, c'est hyper important. Parce qu'après, à la rencontre de l'autre, hein, c'est pour ça que je dis, continuons à nous rencontrer hein, dans les bars, en dehors des applis, sur les terrains de sport, quels qu'ils soient, on s'en fout, mais ne vivons pas que derrière nos écrans parce qu'on est en train de se fermer à l'heure où il faudrait tellement s'ouvrir à nouveau. C'est quoi l'IA dans ton app? Un prof robot? L'IA, dans mon app, c'est un coach. C'est quelqu'un qui va, le coach, c'est celui qui, en regardant ce que tu fais, te dit... eh ben, tu vois, tu voulais aller là, mais là, tu as des petites faiblesses, etc. Donc, on va aller travailler ensemble. Voilà, je prends souvent l'exemple d'un sportif, c'est le coach du sportif. Tu vas te fixer un objectif, tu vas te dire que tu aimerais bien à cet éval avoir une note, on va regarder si tu peux, on va t'accompagner. Comment tu sais que je progresse? C'est toi qui sais que tu progresses. Alors moi, je le vois parce qu'on va poser des questions de plus en plus difficiles et c'est pas arbitraire, c'est qu'on a vu sur la masse de gens qui passent les questions, on va dire « Ah, celle-là, elle est vraiment très, très difficile ». On va le voir aussi parce qu'en général, quand on progresse pas, on revient pas dans l'app et que nous, les gens, y reviennent beaucoup. Et on va voir que tu vas vers des programmes de plus en plus difficiles et toi, tu vas surtout le voir dans tes notes et tes résultats scolaires. Ça n'est pas uniquement gratuit, donc je le précise quand même, mais pourquoi c'est gratuit si c'est si bien? Parce que la patronne, face à toi, elle a été assez maligne pour accepter que la pub, ça pouvait aider à développer des projets à impact. Voilà, on dit que la pub, c'est pas bien. Moi, je prends que des pubs de gens bien. Je fais pas et c'est pas bien de faire de la pub pour McDo, mais je la prends pas telle quelle. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé la manière de financer par de la publicité contextuelle des écoles, de l'emploi, des formations, des sujets de prévention, un modèle parce que malgré tout, et je le dis aussi aux enfants, moi, je les prépare au combat. La vie, c'est un combat. Et aujourd'hui, il faut encore de l'argent pour réussir. Un peu ou beaucoup, mais je connais pas le monde miracle. On vit de rien. Donc voilà, c'est gratuit parce que j'ai su me débrouiller pour convaincre des gens de le financer et de communiquer dessus. Parce que, à parté, point très intéressant, la sélection de la publicité qui se fait sur Nomad. Ah bah c'est la régie, elle est en interne. Ouais, c'est un sujet qui se fait pour les enfants. Bien sûr, on n'a pas de pub sur le primaire. Si je vais voir McDo, c'est pas avec McDo que je vais le faire parce que j'aime bien Andros parce qu'il sponsorise le rugby et que j'aime bien le patron d'Andros. Si je fais un programme de nutrition, McDo pourrait très bien exister chez nous par un programme de nutrition, mais je trouverais ça un peu limite. Mais en tout cas, c'est ça. AXA va pas arriver à faire de la pub pour d'assurance. Ils ont fait un programme avec nous de mettre un casque et qu'aujourd'hui, fumer, pas des cigarettes, hein. Mais au volant, ça tue plus que l'alcool. Voilà, donc on va monter des programmes pédagogiques, mais on ne va pas afficher les marques sur. Voilà, donc c'est vraiment construit et complètement assumé. Ça m'a été reproché par des boîtes qui vont disparaître. Et moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est le résultat. L'argent, c'est pas sale. Ça s'oppose pas à l'éducation. Enfin, ça s'oppose beaucoup dans notre pays. C'est pour ça que c'est si compliqué. L'argent, c'est un moyen, et ce qui est important, c'est ce qu'on en fait après. Et si je stresse pour le bac, tu me dis quoi? Bah déjà, respire. On a mis un très bon programme de respiration dans l'app Nomad qui cartonne. Ouais. Voilà. Non, mais ce que je dirais déjà, là, c'est pas l'application, mais là, c'est la maman qui parlerait. C'est qu'on a le droit de se planter. C'est pas facile de se planter au bac, mais ça arrive à des gens très bien, ça se repasse. Donc, c'est la première chose. Faut aussi apprendre à relativiser. Alors, moi, je suis plutôt pour qu'on y aille au bac. Ou qu'on fasse autre chose. Mais les gens qui disent, t'as pas d'études, c'est pas grave, c'est pas moi. Si tu peux en faire, fonce. Quelles que soient les études, bac pro, etc. Et puis, si tu l'as pas la première année, tu pourras l'avoir la deuxième année. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que rien remplace le travail. Ça n'existe pas. Qui que ce soit avec qui on parle, du maçon, etc. Les gens qui réussissent, et la réussite, on peut la placer où on veut. Elle peut être très simple. Moi, je dis qu'il faut juste avoir ce qu'il faut pour nous subvenir. Et on n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins, mais il faut travailler. Voilà. Donc, tu veux avoir ton bac, travaille. Et puis, si tu prends l'appli Nomaducation, tu vas le faire en plus avec plaisir. Beau mot de la fin. La toute dernière question que je pose à tous les invités, c'est sur la valeur fondamentale de mon média, qui est la culture de la différence. Je pense que c'est un truc qui résonne beaucoup en toi, parce qu'on l'a bien vu au sein des échanges. Tu as une personnalité qui est atypique. La question que je te poserais, c'est que pour moi, je veux remettre l'entrepreneur au centre de ce que fait une boîte. Pour moi, un entrepreneur, c'est lui qui incarne la vision, c'est lui qui donne un why à ce qui se passe. Toi, Caroline Métro-Feujas, pourquoi ta personnalité, ton envie et ton caractère atypique
fait que Nomade Éducation, ça a réussi, alors que même projet, même ambition, même timing, quelqu'un d'autre l'aurait lancé, ça aurait pas marché? Alors, la réponse est peut-être un peu parce que je crois que j'aime l'autre en fait. J'ai une authenticité que les gens savent. Je suis très sincère quand je parle aux gens. J'adore aller à la rencontre de l'autre. Je suis curieuse, donc voilà. Et puis et que je suis convaincue. Il y a une forme de sincérité dans ce que je pense. Et puis d'où je viens, tout ce qu'on m'a inculqué, c'est tellement fort que je crois que ça passe et que les gens disent, on va même les plus imbéciles, on va la suivre. Voilà. Donc je crois que c'est cette forme de sincérité, d'authenticité. Voilà, et puis aussi de courage, c'est-à-dire que je me bouscule, j'ai peur hyper souvent, donc je crois que cette différence, elle est là, mais ce qui est important aussi sur une boîte, c'est qu'elle puisse vivre au-delà de son fondateur, donc il faut les transmettre. J'ai choisi des gens hyper bien autour de moi, qui portent, je leur dis toujours, on porte un projet, on va même pas vendre, même si on doit vendre, on porte des projets aux entreprises, donc je crois qu'il y a quelque chose de... Il y a une vision derrière que tu as. Je crois qu'il y a une vision, ouais, je crois qu'il y a une vision, je crois qu'il y a... Et quand je dis que j'aime les gens, moi je prends énormément de bonheur à travailler avec eux tous les matins. C'est vrai, véritablement, c'est pour ça que j'aime pas le télétravail. J'aime les gens, j'aime aller en rendez-vous et j'aime pas les visios, j'aime la rencontre de l'autre, quoi. Et l'école, ça doit nous former à ça, c'est ça qui va être le plus important demain à l'heure de l'IA. C'est ce talent-là, ce talent d'être aussi... parce que ça, l'IA, elle aura du mal à le remplacer, quoi, la rencontre. Voilà, donc je crois que j'aime aller à la rencontre des autres et que je dis tout avec... Parce que je suis quand même... j'ai un défaut, c'est que quand on est convaincu, on est pénible parce qu'on est convaincu d'avoir raison, parce qu'on le pense avec tellement de force. Mais par contre, j'arrive à parler à tout le monde et à écouter aussi. Voilà. Eh ben, écoute, c'était super inspirant. J'ai beaucoup aimé l'échange. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci pour Nomade et les enfants. Eh ben, écoute, à bientôt sur l'application pour toutes les personnes qui écoutent. Merci beaucoup. Ok.